Le propre de cette émission, c'est d'être gentil, de faire preuve d'empathie et d'intelligence. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, M. Delegard. Vous avez compris que l'histoire dont on a parlé avant de commencer était une histoire de bègue et il n'arrive pas à s'en sortir. Comment ça va, M. Compère? Le fou rire à l'antenne, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Ça va, Eddie? Très bien. Non, pour comme toi, tu arrêtes de rire, tu es sérieux. Bon, voilà. Il suffit de penser à autre chose. Je ne suis pas marie-janiste. En prononçant ces mots, vendredi dernier arrivé à Pilote, Jean-Philippe Nilor affichait clairement sa différence. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Je lui voue non, c'est pas lui, le journaliste d'ajouter qu'il voue un respect au leader du MIM, qu'il ne place pas sur l'autel de l'idolâtrie absolue, mais d'une déférence, un respect, comme je le disais, à l'égard du leader naturel du mouvement. Et le journaliste d'ajouter, et à chaque réunion mensuelle, le député du Sud, tout en affirmant sa liberté de voir, de déjeuner ou de discuter avec qui bon lui semble, est quasiment sommé de proclamer son adhésion sans faille au MIM et sa ligne politique. Commentaire, M. Gagnon. Vous voulez que je commente ce que vous avez écrit? C'est pas mal. Tu as vu qu'il a eu la modestie de ne pas te citer. Il a dit un journaliste. Le journaliste, pardon. Et tous les mois, surtout depuis le mois de septembre. Compte tenu de l'envolée médiatique qu'il y a eu sur ce dénommé G20. Alors, G20 ou G80? On va dire G20, les principaux. On va rester avec l'humilité. Avec les principaux, sinon ça serait du V150. Bon. Compte tenu de l'envolée médiatique autour de ça, compte tenu de la précipitation peut-être sur les déclarations d'Azéro qui ont pris une ampleur alors qu'il avait bien dit, bon, c'était Nilor, mais comme Azéro c'est un homme politique qui sait utiliser les opportunités. Député maire du Nord. Député maire du Sept-Marie, voyant que le fait de dire s'il n'y va pas, c'était mon candidat préféré, mais s'il n'y va pas, tant pis. Et là il dit, mais c'est toujours mon candidat. Il s'est dit, pourquoi pas relancer l'option. Bon. Il a relancé l'option et du coup, les militants du MIM se posaient des questions. D'autant que quelques-uns disent, mais on t'a vu avec un tel, qu'en se fait-il que ce soit un tel, puisque il n'est pas dans la tradition du MIM d'aller dans des réunions sans que les choses soient clairement établies et sans que le leader y soit ou est délégué. Là, il y va sans délégation, il y va de lui-même. Autrement dit, c'est un homme, c'est un député qui il affiche une certaine liberté, une liberté d'action, une liberté de penser, peut-être. À la marge. Dans la MIM, c'est plutôt à la marge. Et ça, au niveau de la ligne des orthodoxes, on va dire les purs, les durs, ça ne passe pas. D'autant que le MIM a affiché... Tu n'as pas dit intégriste, je suis content, parce que tu vois l'histoire que ça nous aurait abordé. Je ne suis pas intégriste, non. et en réalité, le fait que ce groupe G20, lui, sait se fixer comme objectif, faire de Nilor sa tête de liste. En fait, modifier complètement la carte du leadership d'une liste ou d'une alternative à la majorité régionale. Et là, ça passe pour MIM, parce que c'est Alfred Marie-Jeanne qui est le candidat naturel, désigné, autoproclamé, proclamé. Pourquoi autoproclamé? Bon, nous disons autoproclamé, parce que bon, les réunions, il y a des réunions internes. Oui. Et vous imaginez qu'au MIM, quelqu'un dise à Alfred Marie-Jeanne, c'est pas toi qui seras le candidat. Tu sais ça mieux que nous, tu les vois tous les jours. Alfred Marie-Jeanne, même mon candidat. Et il le dit, il a répété encore. Mais Daniel, tu es trop attaché au PPM pour que je non, ça, je n'ai pas d'un avis autorisé. Je suis capable d'objectivité. Tu as fini. D'autant que vendredi dernier, il y a eu cette réunion qui était quand même assez symbolique et importante. C'est la réunion organisée par le comité patriote de Rivière-Pilote. Ça veut dire les purs et durs. Les marie-janistes par excellence. Ouais. Et Philippe Nilor y était. C'est là qu'il a prononcé « je ne suis pas marie-janiste ». Il a ajouté « je ne suis pas marie-santiste, je suis pas, encore moins duvaliste, je suis MIM ». Bon. Cela veut dire que le comité patriote de Rivière-Pilote a tenu à faire cette réunion en disant « nous, on n'a une seule tête de liste. On a une seule ligne, Alfred Marie-Jeanne, pour mener la collectivité. Point final ». Eddie ? On peut se demander de savoir pourquoi, qu'est-ce qui, très objectivement, justifierait une candidature de Jean-Philippe Nilor. Parce que
ce qui justifie une candidature d'Alfred Marie-Jeanne, c'est le fait qu'Alfred Marie-Jeanne a construit tout au long de sa vie politique un projet qui est celui de l'indépendance de la Martinique, et que dans ce parcours d'indépendance, il y a un moment où il a souhaité aller sur une plus grande autonomie, on parle du 74, ayant échoué sur ce 74, sur ce basculement, il s'est résolu à accepter l'idée de la collectivité territoriale de la Martinique. D'ailleurs, l'écriture du fonctionnement au quotidien de la CTM et même son architecture est fortement inspirée de ce que Alfred Marie-Jeanne et Daniel Marissette ont écrit. Bon. Donc il est parfaitement naturel qu'un leader qui a construit un projet politique puisse aller le défendre devant le peuple. D'accord. Parce que, à contrario, quelqu'un qui n'a pas construit, qui a accompagné, mais qui n'a pas construit ni porté le projet dans son fondement et dans son contenu, ne peut pas se prévaloir de conduire une liste qui a pour fonction de prendre le pouvoir et d'aller faire cette machine fonctionner. Mais donc ce n'est pas légitime. Par contre, est-ce que politiquement et je dirais de manière un peu conjoncturelle, c'est mieux pour le MIM? Moi je refuse de répondre. Moi je pense que en politique, il y a un moment, il faut être vrai. C'est pas les combinations qui l'emportent à tous les moments. Ça marche, mais il y a un moment, et surtout dans les moments historiques, c'est pas des combinaisons qui vont l'emporter, c'est des vérités. Voilà. Les élans populaires, c'est pas des combinaisons. Ce que je veux dire par là, c'est que en proposant une combinaison en français ou une espèce de welto, ok, on risque devant l'opinion à qui on va demander d'avoir le pouvoir, d'avoir l'image de gens qui sont foncièrement opportunistes. Et le temps qu'il reste pour faire les listes est suffisamment court pour là non plus apparaître comme des opportunistes, mais très clairement devenir des gens qui, au-delà de l'opportunisme politique, sont des gens qui sont d'une incompétence politique rare. Parce que ce n'est pas à 3 mois ou 6 mois même d'une élection qu'on construit un programme et qu'on vend à l'opinion la capacité de conduire un pays. Pas à 3 mois. Est-ce que c'est ça qui concerne les C'est Martiniquais? le risque. Mais non, les Martiniquais... Est-ce que Martinique répond sur ça? Est-ce que le Martiniquais, dans ça, est intéressé par le programme, la projection dans le futur, des réalisations qui seront faites? Est-ce que c'est ça qui les intéresse dans la conjoncture actuelle? Le Martiniquais, en général, est intéressé par les combats de coq. Et il faut dire que les périodes électorales sont propices aux combats de coq. Bien, ça c'est indéniable. Maintenant, il appartient aux leaders politiques qui se présentent devant l'électeur de lui proposer à l'électeur autre chose qu'un combat de coq. Pour élever la conscience. Voilà, donc un programme, donc un projet, donc une perspective. Donc tu acquiesces ce que dit Eddy, en disant Tout que à fait. ces gens qui viennent comme ça en candidat libre. Voilà. Cependant, il n'empêche que cette élection de décembre 2015, à mon humble avis, représente pour Marie-Jeanne, allez, je dis l'expression, le chant du cygne. Non, mais attends. Tu t'as pas interrogé sur ça. Laisse-moi m'expliquer. Je sais que tu ne m'as pas interrogé là-dessus, mais ça ne fait rien. Il se déclare tête de liste envers et contre tous. Il est sûr d'y aller. Ça, c'est de la détermination de Laisse-moi te poser une deuxième question. Je suis pas sûr. Attends, laisse-moi te poser une deuxième question. Est-ce que ce n'est pas parce que vous travaillez beaucoup, puisque à l'occasion, je présente le seul journal, parce que Michel nous fait faux ce soir, où vous travaillez beaucoup sur la collectivité territoriale de la Martinique. Par exemple, le dimanche 1er février, vous avez un rassemblement pour lancer votre liste, je profite de l'occasion pour le dire, ça fait de promo, mais où, dans les numéros précédents surtout, vous avez fait état de réunions, de balisiers et autres, vous faites travailler, oui, cette édition aussi, oui. Où vous travaillez sur le mécanisme les mécanismes. Est-ce que ce mécanisme-là, je finis ma question, n'est pas propice justement aux combinations dont parlait Eddy? Oui, mais Eddy a corrigé. Il a dit ensuite combinaison
en français. Ce qui est différent de pas pareil que comme mentionné, qui a un sens péjoratif. Ce qui veut dire qu'on ne peut aller à ce type d'élection que rassembler. Tout le monde parle de rassembler. Oui, mais au-delà de rassembler, mais il faut quand même faire il faut quand même structurer, organiser. Non, mais il faut. Il va nous parler de ça tout à l'heure. Il faut surtout. Et ça c'est proche de la combine. Non, mais dès qu'il y a rassemblement, comme il y a des différences, pour ne pas dire voire des divergences, il y a fortement une combinaison. Mais il faut que ce soit une combinaison de talents. Moi, je voudrais apporter un élément d'information. Bon, je ne suis pas là pour décliner tous les sondages que nous réalisons, mais je peux quand même vous donner une information qui est confirmée par d'autres instituts. Quand on fait des sondages ces temps-ci, alors ça a peut-être évolué, mais quand on fait des sondages ces temps-ci, les deux personnalités qui ont légitimité et les plus grandes qualités, selon l'opinion, pour mener une liste pour la CTM, qui arrive très loin devant tous les autres, c'est Serge Letchimy d'une part et Alfred Marie-Jeanne. Il n'y a pas photo. Hein. Dans l'opinion, c'est clair. Donc, effectivement, les noms de tous ceux qui ont été prononcés ce soir sont parfaitement légitimes pour espérer être candidats, mais probablement pas pour être tête de liste. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je sens qu'on a presque traité totalement le sujet. Gabriel, sur l'opportunité de constituer un groupe pour aller à la collectivité unique. Je crois que tout le monde est légitime, se sentir légitime pour aller à une élection et pour constituer une liste. Et il y a parlé de la durée du temps, le temps de construire quelque chose qui soit présentable à la population. Cohérent. Les élections, quand on regarde bien les programmes, on va s'apercevoir que depuis, en montant, pas très loin, les 20 dernières années, de programmes construits, bâtis, solides, il n'y en a pas eu beaucoup. Et pourtant, ils ont été aux élections. Il y en a même pour gagner sans forcément avoir un programme. Donc ça, non. Je vais juste rappeler que, en réalité, ce groupe-là, il n'est pas né il y a 15 jours. C'est un groupe qui a commencé à se réunir, à réfléchir depuis les élections municipales. En réalité, c'est la donne des élections municipales qui a complètement renversé le jeu de cartes. Rappelons qu'Alfred Marie-Jeanne a basé toutes les élections municipales sur la première étape de l'étage à construire pour gagner la collectivité. C'était ça le processus déclaré. Résultat, échec. Ce groupe qui lui se disait, bon, il est là, il va mener son truc, le RDM va, à l'époque, rappelons-le, le RDM lui était sur une dynamique de faire sa propre liste. Tout à fait. Donc il n'y avait pas de problème, les gens se positionnaient par rapport à leur appartenance naturelle ou opportuniste ou d'alliance ou de contrat sur des groupes. Les municipales ont tout renversé. Ouais. Là, Bounès sur zéro, qui lui a mis sur la place publique la carte Nilor, mais c'est pas lui qui a lancé le groupe, puisque les gens commençaient déjà à réfléchir. Comment se positionner par rapport à la collectivité, puisqu'il y a 10 nouveaux maires qui arrivent. Ouais. 10 nouveaux maires qui se disent, attendez, on travaille une collectivité, le département, une autre collectivité, la région. Et puis comme tu disais si bien, on lui a dit qu'il va être le fer de lance, qu'il va être la base, le substrat de la CTM. Les maires se sont dit, mais attendez, il faut qu'on voit où, comment et avec qui. Où, comment, avec qui. 35 ans, Lise Marie-Jeanne. Letchimy, 15 ans. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne sera pas peut-être plus pertinent ensemble sans ces gens-là? Histoire de se poser et de dire, attention, on existe. C'est ça la donne. Okay. Mais il faut une tête de liste. C'est clair qu'il faut quelqu'un qui rassemble au maximum sur l'ensemble de la Martinique. Ils ont choisi, il a raté, aujourd'hui il ne va pas. Et en plus, il sera officialisé. Il est déjà officialisé, ça a réofficialisé. Tête de liste de la section sud. Bon. Ouais. Puis ce qu'il a, les mauvais chiffres du logement. Attends, je conclue. Non, parce qu'on swing. Non, mais on swing. D'accord, on va swinguer. Mais il faut le point final. Le point final est que cette élection, cher ami, on risque d'avoir 4 grosses listes. Il y aura la liste menée par Serge Letchimy, une liste menée par Alfred Marie-Jeanne en co-leadership avec Claude Lise, cette fameuse liste. Peut-être de liste, on ne sait pas, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ils ont déposé il y a des fondations, il est plus là, il y a déjà le plancher, donc ils peuvent se contenter de mettre juste une feuille de tôle au-dessus, mais ça suffira. Oui, et puis, il y a la liste de droite, il y aura la droite, il y aura une grosse liste de droite. Qui va la mener, c'est autre chose, mais je crois qu'il y aura déjà ces 4 piliers pour la campagne.
Et nous un travail, camarades. Hein. Oui. Voilà. Peut-être même 5. Alors je continue. Les mauvais chiffres du logement, Sylvia Pinel appelle les maires à construire des vœux pieux. Je continue. Le gouvernement confirme la création d'une instance de dialogue permanent avec les collectivités. C'est marrant ça, hein. C'est marrant, ça n'existait pas déjà. Oui, justement, je continue. En 2014, la construction de logements a atteint son niveau le plus bas, mais ça, on a vu ça déjà. Fonds européens, les régions accordent peu de place à l'économie sociale et solidaire. Il faudrait se poser la question de savoir pourquoi. L'économie sociale et solidaire. Ici, les structures de l'économie solidaire, ils se montent de plus en plus au créneau parce que justement, c'est la réflexion qui a été menée compte tenu du contexte de crise pour pouvoir soutenir et mettre en valeur plus en avant l'économie solidaire sociale. On a toujours été assez porté sur ça, les sous-sous. Il y a une loi qui a été votée c'est l'histoire de la Martinique. Chômage, hausse moins forte dans les DOM en 2014. Les chiffres ne sont pas bons, c'est sûr, mais le nombre de chômeurs, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi aucune activité sec, s'est élevé en 2014 pour le grand pays là-bas à 3,5 millions, toute catégorie, et puis pour nous, pour l'outre-mer, à 552 000. C'est pas possible. 5 521 000. Non, c'est pas possible. Ouais, 550. Un demi-million. Un demi-million. Oui, ouais, voilà. 552 200. Je ne sais pas compter, j'ai jamais su compter. Cette augmentation a été moins forte dans les DOM. Elle a été de plus 5,7% en catégorie A dans l'Hexagone, de 2,2% pour la Guadeloupe, plus 5,3% pour la Guyane et 1% pour la Martinique, qui ont juste une légère baisse d'ailleurs du coup, puisqu'elle n'est que de 1%. Une éclaircie cependant dans ce contexte plutôt morose, la baisse du chômage chez les jeunes de moins de 25 ans sur un an dans l'ensemble des DOM. Baisse de combien? Alors, qui est de 4,3% en moyenne. Et quel est le département? Avec une mention spéciale pour la Martinique, cette diminution du taux de chômage dans les DOM est de moins 4,2% en Guadeloupe, moins 2% en Guyane, moins 9,4% pour la Martinique. Il y a quelqu'un qui a fait un travail énorme, non? L'IMSEP. C'est on pose la question, répondre pour l'amour. Et moins 3,1% à la Réunion. Bon, je voulais que notre ami Blanchi décortique ça, c'est un jeu qui va s'y coller, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense qu'il faut quand même qu'on se rappelle que ça fait maintenant bientôt 8 ans qu'on est dans une phase de crise. Et que d'ordinaire, les cycles sont entre 5 et 10 ans. Donc de manière assez mécanique, les gens ayant, quand je dis les gens, les acteurs économiques, c'est-à-dire les particuliers, les collectivités publiques et les entreprises ont baissé les dépenses, travaillé sur une réduction des effectifs, ce qui est un des éléments, un des leviers pour baisser les dépenses. On fait des économies, on met de l'argent de côté. Il est naturel qu'au bout d'un moment, cette espèce de propension à réduire son train de vie, très naturellement, reparte dans le sens inverse. Et donc, on va à nouveau dépenser, parce qu'on ne peut pas rester avec la même voiture pendant 10 ans. Là, ça fait 8 ans. Donc, la ménagère de moins de 50 ans dit à son mari, chérie, bon, on a la Clio, sans citer de marque, depuis maintenant 2006. On devait la changer en 2009, rappelle-toi, mais en 2009, il y a eu des problèmes. Il faut qu'on la change. Bon, etc., etc. On recommence à dépenser de l'argent, ce qui relance la consommation, ce qui relance l'investissement, ce qui relance l'emploi. Voilà. Donc, et puis, il y a la volonté, et ça, il ne faut pas le négliger. Alors, je ne vais pas mettre en exergue une collectivité en particulier, mais il y a la volonté dans tous les DOM, vous avez vu, de certaines collectivités qui avaient été épargnées parce qu'elles avaient eu un train de vie plutôt calme, de relancer la machine. Bon. Et ça, mécaniquement, ça crée de l'emploi. Vous savez que ça a été l'anniversaire de Nicolas Sarkozy hier, et il nous a offert un cadeau, c'est-à-dire qu'il a créé un comité des Outre-mer dont il a pris la présidence. En supprimant au passage
le secrétariat à l'outre-mer qui existait à l'UMP. Et zappant Le secrétariat oui, national. zappant les ultramarins. Il était plusieurs. Non, secrétariat. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y en a plusieurs. Alors je continue, parce que j'ai tout ça là, Oui. rassurez-vous. En zappant les ultramarins dans le nouvel organigramme de l'UMP. Vous vous souvenez, Tout à fait. dans l'organigramme de l'UMP, il n'y avait aucun ultramarin. Alors lui, il va diriger son affaire lui-même, et il est chargé de ce machin, enfin cet organisme qui est chargé de définir la politique à mener dans les Outre-mer. Il va de soi que c'est un comité composé d'élus ultramarins UMP qui se réunira par visioconférence tous les mois et à Paris une fois par semestre. Alors la question que se pose l'auteur de ce petit papier que j'ai trouvé en quelque part, est-ce que c'est le système bonapartiste, je prends là les commandes, ou est-ce que, comme dit le député Gips, député de Saint-Martin, UMP, est-ce que c'est l'implication forte du président qui aime l'outre-mer, une sorte de Chirac ressucé, ou une défiance à l'égard des responsables politiques qui n'ont pas eu les résultats escomptés, qui ont littéralement plébiscité la gauche, au présidentiel d'abord, et puis ensuite au législatif. L'écart de voix entre François Hollande et Nicolas Sarkozy aux élections 2012, c'est le vote de l'outre-mer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un 500 000... Il a perdu très légèrement sur le territoire national et les outre-mer l'ont explosé carrément. Donc il se dit, si je dois retourner, il vaut mieux que je ne néglige pas ce vote-là. D'ailleurs, ce vote a pesé à plusieurs reprises de manière historique. C'est vrai qu'on a du mal à valoriser ça, mais bon, 74, Mitterrand est très proche de Giscard d'Estaing au niveau national. Et il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est sûr que Mitterrand avait gagné ». Non, Mitterrand est très proche de Giscard d'Estaing au niveau national, mais le vote outre-mer explose Mitterrand. Voilà. Et pareil, François Hollande... Pas beaucoup. Comment? Alors, oui, non, mais il pousse un peu plus la différence, mais en réalité, la différence n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme, mais... Parce qu'elle n'est pas plus supérieure à la différence entre Hollande et Sarkozy. C'est 1 million, pas 500 000. Mais le million en question... Tu le trouves là, dans un sens plutôt droite en 74 et plutôt gauche, toujours un truc décalé. Comme quoi, c'est nous qui faisons les présidents de la République. Il y a quand même une différence, c'est qu'en 74, le vote outre-mer était un vote qui arrivait, le résultat arrivait en décalage. Tout à fait. Oui. Bon. Et sur le vote outre-mer n'est pas différent du vote métropole dans sa globalité. 2012, le vote outre-mer n'arrive pas en décalé, il arrive instantanément, voire à l'avance. À l'avance. Compte tenu donc les calculs qui sont faits à 18h, pourquoi les gens ont peut-être oublié ça. Alors, parce que le vote outre-mer, partie atlantique, a lieu la veille. Le samedi. Donc, quand les résultats sont annoncés vers les 20h, heure métropole, le dimanche, il y a déjà les votes de l'Atlantique. Les votes de l'océan Indien sont déjà intégrés, puisqu'il y a un décalage horaire qui fait qu'ils sont en avance. Les seuls votes qui sont en retard, c'est les votes du Pacifique. Pacifique, c'est combien d'électeurs? Total 30 000. Donc il ne peut pas y avoir d'influence du résultat. Le vote Pacifique ne peut pas inverser le résultat. D'autant que quand on regarde tous les résultats, on regarde les résultats outre-mer, les résultats outre-mer ne sont pas différents de ceux de la métropole. Ils sont équivalents à ceux de certains groupes de départements, voire des régions, mais ce n'est pas ce vote-là qui va inverser le vote métropole. Laissez-moi vous faire sourire. Samia Badak Karam, que le journaliste sur lequel j'ai repiqué cet article, que le journaliste qualifie de sarkodolâtre. Oui, sarkodolâtre. Nous dit que le bilan de Nicolas Sarkozy en Outre-mer est excellent, mais les résultats électoraux ne suivent pas. C'est marrant de façon de voir les jeunes. D'où le fait que Nicolas Sarkozy prenne lui-même la direction. C'est pour expliquer ça. C'est pour expliquer ça. Mais montre sa défiance vis-à-vis des relais locaux de l'UMP. Mais ça veut dire aussi que la politique est bonne, mais que ce sont les relais qui ne sont pas la mettre en avant. Moi-même, c'est un peu dur pour l'UMP. Voilà. Je ne pense pas qu'il ait fait différemment sur l'outre-mer qu'il ait fait sur d'autres secteurs. Au niveau national. La prise de pouvoir. La prise de pouvoir. Tout simplement. C'est un rapport Oxfam intitulé « Finir avec les inégalités extrêmes », sous-titré « Confiscation politique et
inégalités économiques, qui explique que les inégalités économiques s'amplifient rapidement dans la plupart des pays, que près de la moitié des richesses mondiales est entre les mains de 1% des plus riches. C'est impressionnant. Et selon toujours Oxfam, la part du patrimoine mondial détenu par les 1% les plus riches était passée de 44% en 2009 à 48% en 2014 et dépasserait les 50% en 2016. C'est quand même de la profitation. Non, mais ce rapport, il dit quoi par rapport à ce que disent tous les économistes depuis 6 ans? Oui, mais attends, mais Oxfam fait des propositions qui sont amusantes, hein, enfin, qui peuvent prêter à sourire parce que c'est plein une sorte d'optimisme. Ouais. Bon, alors il y a des chiffres encore, qu'on passera parce que c'est des chiffres. Au final, 80% de la population mondiale doit se contenter seulement de 5,7% des richesses. On passe tout ça, ça ne veut rien dire, surtout que c'est dit comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse au Forum économique de Davos. Il s'adresse aux méchants loups, quoi. Aux capitalistes méchants qui font ce système et qui sont des paramètres qui concernent leur profit, mais qui sont censés se réunir pour faire les choses aller mieux. Donc, il ne faut pas que je sois non plus totalement pessimiste. Aller mieux pour qui? Pour le monde. Alors, ils expliquent que c'est une réelle menace, ils devraient le comprendre d'ailleurs, pour les systèmes économiques et sociaux, ce qu'on dit souvent, et aggrave d'autres inégalités comme celles entre les hommes et les femmes. Alors, ils lancent un appel aux dirigeants, Oxfam du moins, appelle les dirigeants réunis au Forum économique à prendre les engagements nécessaires et puis ils font une liste d'exigences, ne pas contourner la fiscalité de leur propre pays, ne pas utiliser leur richesse économique en faveur des politiques, soutenir une fiscalité progressive sur les richesses et les revenus, déclarer tous les investissements qu'ils ont par le monde. C'est ça qui va être le remède. La transparence, encourager les États à utiliser leurs recettes fiscales pour financer les couvertures universelles en matière de soins de santé, éducation, protection sociale des citoyens, défendre un salaire minimum vital dans toutes les sociétés, inviter les autres élites à les rejoindre en disant écoutez, vous êtes en Inde, etc., venez nous rejoindre. Et ils recommandent également des politiques qui devraient renforcer la représentation politique des classes inférieures et moyennes, donc plus de démocratie, plus de représentation, et la fin des inégalités économiques extrêmes, la surveillance constante de la part des richesses allant aux 1% des plus riches. Ils disent au cas qu'il est... pas de comment. Ouais. Une plus grande régulation des marchés pour promouvoir une croissance équitable et durable, des mesures pour juguler la capacité des plus riches à influer sur les processus et les politiques servant leurs intérêts. Oxfam dit ça à Davos, et puis ils expliquent quels sont les pays qui réussissent. Ce sont effectivement les pays qui appliquent la recherche des niches fiscales, enfin vous savez ce qu'il faut pour construire une véritable démocratie politique, sociale et puis financière. Je ne vais pas reprendre la liste des prescriptions qu'ils donnent. C'est un programme socialiste, ça. Attends, on va faire un programme quoi? Socialiste. Ça j'ai un problème là. Par rapport à ce que tu viens de lister, je vois rien de nouveau par rapport à tout ce qui est pas dit de nouveau. Il y a seulement que Jean-Louis Servan-Schreiber qui a sorti son dernier livre, c'est exactement ça. La différence, c'est qu'il faisait remarquer que à partir du moment où vous avez cette inégalité économique phénoménale, 1% de la population qui détient plus de 60% des richesses du monde. S'il n'y a pas une redistribution, une rebascule quelque part, vous allez automatiquement au-devant des pires catastrophes. Et votre compagnie. Bon, ça, tout le monde le dit. Ce que j'entends là comme mesure, on appelle ça de l'angélisme, c'est gentil. Le système aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé de la politique du rachat des dettes souveraines par la Banque Centrale Européenne. Ce qui est d'actualité. Il faut rebooster la machine, c'est redonner un peu de liberté aux ceux qui peuvent faire tourner la planche à billets, qui peuvent redonner du souffle à l'économie. Le souffle à l'économie, emploi, croissance, consommation, investissement, relance de toutes les machines qui peuvent faire repartir. Ça, partir de fiscalité, partir de ça, c'est bien gentil, mais c'est pas ça. S'il n'y a pas une volonté commune, ce que disent tous les économistes, on reprend ton livre, Michel peut vous le dire, on reprend tous les bouquins sortis, toutes les analyses, s'il n'y a pas une volonté commune par les États de pouvoir, réguler le marché, c'est pas Davos qui va. C'est pas Davos qui va faire. Donc ça, c'est gentil, arrêtons le jeunisme. Il y a un élément, il y a peut-être une autre analyse, c'est que, quoi qu'on fasse, il y a quand même des éléments naturels.
Et il y a des gens qui... Enfin, bon, je suis d'accord et je soutiens tous ceux qui ont une réflexion, une vraie réflexion intellectuelle sur comment améliorer le devenir de l'espèce humaine. Mais bon... Les sociétés, les communautés humaines. Voilà. Mais l'espèce humaine est une espèce vivante. Ce sont des mammifères, hein, comme les autres. Nous sommes comme les autres espèces. Or, ce que nous constatons dans la nature, c'est qu'il y a des phénomènes de régulation. Il y a des phénomènes d'équilibre naturel. Or, la seule espèce... Comment ça me fait peur, là? Ça fait peur. Je vois les Malthusiens. La seule espèce qui vit... Au moment d'anniversaire de Suisse, là, tu vois... Je vais jusqu'au bout. Ne m'accolez pas des attributs que je n'ai pas. Et surtout dont je ne partage pas les opinions. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire... Est-ce que, naturellement, cette espèce-là, comme les autres, ne se limite pas sans en être vraiment consciente? Parce que, et là je vais dans la provocation, mais il y a beaucoup d'économistes qui vont dans la provocation, qui disent quoi? Nous, on a fait une étude sur ça en Martinique. Ok, il y a du chômage, il y a de la pauvreté, il y a des inégalités. Très bien. Allons faire des scénarios qui égalisent les écarts, qui les réduisent et qui donnent le plein emploi. Mais il faut le dire aux gens, même si c'est brutal et cynique, c'est totalement destructeur. Ça veut dire en clair, prenons un exemple, si la population chinoise d'aujourd'hui souhaite avoir le niveau de vie minimum de la, on va dire, de la population européenne, il faut 2 planètes. Les ressources de 2,5 planètes Terre pour arriver à ce résultat. Donc, et puis toute la population va marcher avec des masques à gaz, une pollution. Voilà, tous les types qui disent, bon, écoutez, c'est pas supportable. Et c'est vrai, ils ont raison. Quand on leur dit, bon, écoutez, allons-y dans les calculs, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout le monde soit heureux? Ils ne vont pas jusqu'au bout de l'addition, hein. Ils n'y vont pas. Parce que, alors, ça veut dire quoi? C'est que derrière, ce que je voulais dire, c'est que derrière ces programmes, Gabriel a dit, Angélique, il y a une philosophie, il y a une idéologie. L'idéologie qui est, à mon avis, extrêmement dangereuse, qui est celle de promettre des choses impossibles de manière à mieux contrôler la réalité économique. Et derrière tout ça, quand on creuse un peu et quand on regarde qui finance ces fondations de recherche, etc., c'est les plus grands capitalistes. Oui. L'idée, c'est de dire, bon, comme on ne peut pas leur dire la vérité, allons payer une série d'ultra-gauchistes rêveurs qui vont leur sortir une liste d'inepties bienveillantes, de manière à ce que tout ça puisse continuer. C'est terrible, mais c'est ça. Surtout avec une conception du bonheur, une conception de l'évolution humaine qui correspond aux paramètres de ceux qui ont fait les choses être comme elles sont. C'est-à-dire l'automobile, c'est les enfants des créateurs de la société capitaliste. Il y a quand même une autre lecture. Religieuse? Non, pas du tout. Continue. L'excès de libéralisme tue le libéralisme. Il y a ça aussi. Deuxièmement, il y a derrière tout cela une sorte de contradiction, comme dirait mon ami Michel Brachy, une sorte de contradiction, puisqu'on voit les grands libéraux du monde faire implicitement appel aux États pour qu'ils régulent les systèmes économiques. Tout à fait d'accord. Sans aller jusqu'à la planification, etc., la soviétique. Hein, ça les arrange de temps en temps. Bon, voilà, mais ça les arrange. On arrive à la Grèce, ça s'appelle Syriza. Il y a c'est un prénom. Syriza. Oui, Syriza. Syriza a largement emporté les élections législatives, c'est en Grèce. C'est un parti de la gauche radicale. Les élections viennent de se dérouler le dimanche 25 janvier.
Il a juste manqué deux députés pour qu'ils aient la majorité absolue, puisque avec 150... 149 sièges. Avec 151, oui, avec 151, ils ont eu la majorité. Bon, je passe le pourcentage des suffrages, on passe de voix, c'est déjà un petit peu, on est déjà beaucoup plus loin. Le premier ministre sortant, s'appelait Antonio Samaras. Son parti, c'était une Nouvelle Démocratie, Exit. Pas de Parlement. Du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui reste justement au Parlement? Le parti néo-nazi Obdoré, marrant comme nom, hein, dont le leader est actuellement en prison. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La démocratie, ça fort. Hein. Meurtre. Qui se classe troisième pour meurtre. Classe troisième avec 6,3% et qui a quand même 17 sièges bien placés. Simplement un de moins c'est-à-dire l'inculpation et la condamnation pour meurtre n'en fait perdre qu'un député. Quelle éthique. Il est devant le nouveau mouvement centriste Potami, qui a 5,7% des voix et 16 sièges. Les communistes du KKE, 5,6% et 15 sièges. Les socialistes du PASOK. Le PASOK, qui est le grand perdant depuis quelques années. Grand perdant, obtiennent 4,88% des voix et 13 sièges. 13 sièges quand même. Contre 33. Rappelons que le PADOK, c'était le PASOK, le parti de Papandréou, précédent Premier ministre, à qui on a imposé ce plan drastique de rigueur. Absolument. Oui. Bon, ils expliquent que les électeurs, en fait, sont passés du PASOK à Syriza. Contre 33 en 2012. Et c'est marrant parce que tout ça, c'est un moment. On va venir mettre en problème économique parce que c'est la clé de tout ça, pour comprendre tout ça. Un moment où, quand même, le déficit de la Grèce se réduit. Tu as donné toute la composition du Parlement? Mais que la dette. Il en manque. Il en manque, oui. Mais que la dette culmine encore à plus de 70% du PIB. Alors, il est dit que la réalité est plus complexe. Oui, je vais préciser que sans les dépenses exceptionnelles et puis le soutien au secteur bancaire, que le déficit ne s'établit qu'à 2,1%. Autrement dit que le pays dégage, sans ça, la dette, et puis le pays dégagerait même un excédent primaire de 0,8% du PIB. C'est-à-dire qu'en faisant exception du service de la dette, l'administration grecque, les impôts, ont collecté plus d'argent qu'ils n'ont dépensé. Voilà. Mais oui, avec l'austérité qu'ils ont. Mais attends, c'est évident. Pour être complet dans le résultat, il faut bien comprendre que Syriza ayant tenu 59 sièges, à deux sièges de la majorité absolue, pour gouverner, fait alliance avec qui? Mais on va y venir. Rassure-toi. C'est parti de gauche radicale qui va faire alliance avec on va parler longuement. Nationaliste. Le sien de ce côté. Voilà. Donc, alors, la situation, c'est que la Grèce a touché pas moins de 380 milliards d'euros, plan d'aide, restructuration d'une partie de sa dette, et puis le financement classique européen, parce que vous savez, en tant qu'Européens, ils touchent du pognon, touchent de l'argent, un peu de respect pour nos téléspectateurs. Et qu'ils ont encore 10 milliards qui sont en l'air qu'on doit leur donner. Alors, quand les gens se posaient la question de savoir si la nouvelle gouvernance allait sortir ou pas sortir, vous avez vu, ça c'est vraiment rempli des pages blanches de journalisme. Mais enfin, écoute, quand tu dois toucher 10 milliards, de gens qui communiquent sur du papier, j'ai pas dit journaliste, c'est pas du journaliste. Quand tu dois toucher du journaliste, j'enlève ça, j'enlève ce mot-là. Pour un type qui touche les observateurs journalistes, ça fait un extraordinaire. Les observateurs, voilà. Alors, je sais que ce n'est pas le moment de tirer sur les journalistes, tu me le répètes assez souvent. Je te le dis. Donc, ne prends pas de risques. Donc, quand tu dois toucher un peu plus de 10 milliards et que tu es comme ça dans l'eau, tu vas rompre avec celui qui doit te donner 10 milliards. Donc, il y avait toute une problématique sur le fait que 7 milliards pour le FMI qui leur sont dus et 3,6 milliards pour les Européens. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme élément encore? C'est tout. C'est tout. C'est pas ça problème. Voyons l'avenir. Attendez, c'est tout. Non, mais j'avais commencé à faire mes fiches avant les élections. Alors, il y a un tas de choses inutiles. Mais bon, c'est ce que je fais. Nous faisons preuve d'empathie, de cordialité. On n'est pas là-haut, là, on s'explique. Alors, en fait, ce qu'il voulait, rappelez-moi son nom, le leader de Syriza. Alexis Tsipras. Ouais. Tsipras. Et puis ça pour moi. Chaque fois, il y a un T, Tsipras. T'as qu'à enlever le T. Voilà. Tu dis Tsipras.
Alors, c'est sûr qu'on a aussi l'Europe aussi à craindre, que ça leur coûte très très cher. Les journalistes qui passent pour les dirigeants. Alexis Tsipras. Alors, en conclusion, Alexis Tsipras a prêté serment devant le président grec. Et puis, il a dit, attention, anecdote, pas de curé, hein, pas d'archevêque orthodoxe. Il n'a pas voulu prêter serment devant les autorités. Mais il a quand même rendu visite à l'archevêque avant de prêter serment. C'est pas une démocratie laïque, hein, la Grèce. C'est pas une démocratie laïque, on est d'accord. Bon. Il faut le rappeler. Contrairement à la France. Il faut donner tous les Alors, on en vient maintenant à l'alliance avec le Parti des Grecs indépendants. Pour satisfaire ton désir. L'ANEL, qui va lui permettre de gouverner le pays, non seulement avec les deux, mais aussi avec les deux députés qui lui manquaient pour avoir la majorité absolue. Et puis surtout, à mon avis, avec M. Panos Kamenos, qui est censé lancer un message au monde. Ubi et Orbi, au monde. Quel message? Puisque c'est comme si ce serait allié avec, on fait la comparaison avec, non pas avec Le Pen, mais enfin avec Dupont. Dupont-Aignan. La comparaison qui est faite. Hein. C'est pas le parti néo-nazi. Non. C'est déjà ça. C'est le parti nationaliste. C'est pas obdoré. Ils se sont alliés parce que dès le départ, ce sont bizarrement, peut-être les deux partis qui avaient le dénominateur commun concernant la gestion du plan de rigueur. La Troïka. D'accord. Et puis aussi parce qu'il y avait eu des engagements pour les législatives de 2012. C'était déjà dans les fourreaux. Mais ils avaient ces engagements, d'autant que, quand on regarde ce résultat, ces deux partis-là, sur le précédent scrutin, voire les précédents avant, ils étaient quasiment inexistants. Le résultat de cette élection qui donne espoir à Mélenchon, qui donne espoir au groupe espagnol, c'est que la population, contrairement à ce qui se profile d'après les sondages en France, ce n'est pas les groupes d'extrême droite qui sont gagnants, c'est les groupes de gauche contestataires, de gauche d'alternative, qui a gagné les élections. Ça veut dire que quelque part, la population dit, je vais vers celui qui va défendre l'intérêt, non pas de la nation, mais l'intérêt du peuple de cette nation. D'où l'alliance avec le parti nationaliste grec. Alors, ce qu'a dit... Je pense qu'il manque un élément pour que les gens nous comprennent bien. C'est parce que beaucoup de gens avec lesquels je discute disent, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi on en est arrivé là? Il y a quand même un élément, en deux secondes. Les gouvernements grecs qui se sont succédés entre 2000, grosso modo, entre 2000 et 2008, ont menti à la population. Et non seulement ils ont menti à la population, mais ils ont menti à l'Union européenne. Okay? Et ils ont dit la chose suivante: nous avons les moyens de vivre au-dessus de nos moyens. Et ils alimentaient cette richesse visible, virtuelle, par des emprunts. En disant, de toute façon, on va toujours trouver des gens qui vont nous prêter de l'argent, à la fois pour rembourser nos anciennes dettes, mais surtout pour acheter des choses nouvelles. Ils faisaient de la cavalerie. Voilà, de la cavalerie. Ils vivaient avec de l'argent qui ne leur appartenait pas et qu'ils n'avaient même pas. Or, ça, on peut comprendre que ça existe dans les ménages. On le voit tous les jours. On peut comprendre que ça existe dans les entreprises. Ça existe. De moins en moins. Ça existe. Mais qu'un État et une structure administrative puissent vivre de ça en faisant un système politique. Mais c'est dans ton sens, avec aussi des cabinets, des officines, des banques, des cotations fausses, erronées. Non, mais j'allais plus loin. Un État, une administration, et en fait, une société vivent comme ça, au bout d'un moment, ça devient intenable. Et pour que les gens comprennent bien, pourquoi aujourd'hui on leur dit, bon les mecs, arrêtez. Là où vous deviez avoir, et très concrètement, il y a plusieurs documentaires, donc moi j'invite les gens à aller voir ça sur le net, un type qui devait gagner 1500 €, il vivait, pas en travaillant plus, hein, avec 3000 €. Donc le gouvernement, pour faire des économies, la première chose que les gouvernements font, c'est réduire le salaire et le nombre de fonctionnaires. Parce que c'est ça sur lequel ils peuvent tirer tout de suite. Eh ben, le gouvernement a dit, bon les mecs, comme vous deviez gagner à l'époque 1500 €, eh ben, on revient à 1500 €. Et les Grecs disent, mais c'est un scandale. Mais un certain nombre de Grecs, et de plus en plus de Grecs disent, ouais mais les mecs, on en a quand même bien profité, quoi. On s'est mis plein dans les poches pendant des années, sans réellement vivre dans la réalité. Oui, mais c'est parce que... Or, aujourd'hui, je boucle sur ça,
aujourd'hui, il y a un type qui arrive et qui dit on va recommencer à tricher. Il ne va pas durer très longtemps. D'ailleurs, il a déjà mis beaucoup d'eau dans son vin. Oui. Il dit aujourd'hui, bon écoutez, on va renégocier. On va renégocier la dette. Oui, effectivement, ils peuvent renégocier la dette. La baisser. Mais ça, c'est la dette ancienne. La dette nouvelle, tu viens d'annoncer les chiffres. Les mecs, ils ont touché près de 500 milliards d'euros. Mais ce n'est pas 500 milliards d'euros de subvention. Hein. C'est 500 milliards d'euros de prêts. De prêts. À rembourser encore. Donc, ils ne s'en sortiront jamais. Un petit peu, moi. Mais c'est pas important ça, ton raisonnement reste là. Oui, ça, c'est dit. Mais... Il y a une chose à savoir, c'est que en Grèce, il y a deux catégories de personnes qui ne paient pas d'impôts. Les armateurs. Et l'Église. Ce qu'ils appellent là-bas l'oligarchie. Voilà. Ils ne paient pas d'impôts. La situation est devenue telle que le pape Andréus s'est vu mettre le couteau sous la gorge par Merkel et Sarko lui disant il faudra réduire la voilure sinon on te lâche. Pape Andréus a dit oui, on lui a dit mais il faut que tout le monde, il faut réduire, il faut regarder tout ça. Armateurs et pop ont dit nous on continue à ne pas payer d'impôts. On n'est pas concernés. On a donc un système économique grec qui est très particulier, et il l'avait dit au début, c'est une république, c'est une démocratie qui n'est pas laïque. Puisque les premiers ministres, jusqu'à ce que M. Tsiras, les premiers ministres prêtaient serment devant le président de la République, mais aussi devant le crucifix. L'Église orthodoxe. Comme en Espagne. Les premiers ministres espagnols prêtent serment devant le roi et devant le crucifix. Bon, M. Tsiras est arrivé, il a prêté serment devant le président de la République, il n'a pas voulu du pape, il a prêté serment sans cravate, c'est un détail, mais c'est un détail qui est symboliquement fort, parce qu'il veut remettre la Grèce sur des principes de démocratie qui sont différents de ceux qui existent aujourd'hui. La vraie question, est-ce que en Grèce, dorénavant, le citoyen aura l'égalité devant l'impôt? Jean-Luc Mélenchon a qualifié de moment historique pour l'Europe la victoire de la gauche. C'est une page nouvelle pour l'Europe. Peut-être que nous tenons l'occasion de refonder l'Europe qui est devenue l'Europe fédérale des libéraux. Ça, il la refonde très bien, lui. Pardon. Pour lui, Syriza, c'est une lame de fond. Selon lui, les Grecs sont peut-être en train de faire sauter ce carcan et grâce à eux, peut-être qu'on va pouvoir remettre sur la table toutes les données qui nous rendent la vie infernale en Europe. Peut-être, oui, je le dis, c'est un moment historique. J'espère qu'en France, nous serons capables de créer un élan comparable à celui de Syriza en Grèce. Le PS, son sort est réglé, c'est une affaire de temps, car son logiciel est totalement périmé. Du Mélenchon. On va terminer sur ça. Oui, je voulais juste dire deux petites choses. Tsipras, le nouveau Premier ministre grec, a eu cette phrase « Il nous faudra vivre de façon austère ». Oui. Ce qui ne veut pas dire dans l'austérité. Ouais, c'est ça, il va falloir qu'on montre quand même. Vous voyez je vous rappelle que les fonctionnaires grecs touchaient des primes de ponctualité. Absolument. Si vous arrivez à l'air, il était qu'à bon en prime. Donc il faut arrêter, quoi. C'est différent chez nous. Oui, mais bon. Non, je ne parle pas des enseignants. Mais quand il y a prime de logement, prime de chaleur, prime d'éloignement, prime de métro, prime de lumière. Système qui existait à l'époque. Hein. Existe. Alors, non, mais la prime de ponctualité, c'est quand même pas mal, quoi. Si tu arrives à l'heure, non, mais attends, mais si on pas fait, en tous les cas, M. Spiras a précisé qu'il n'y aurait pas l'affrontement d'Athènes avec ses créanciers. Il a expliqué que la Grèce avance avec optimisme dans une Europe qui change et que l'alliance prévue avec les Grecs indépendants, l'ANEL, la fameuse ANEL, va lui permettre de gouverner le pays avec M. Panos Kamenos. Et là, il me faudra une heure, demi-heure pour parler de ce monsieur Panos Kamenos qui est un véritable pistolet. Les amis, c'est sur ces paroles de Fousquet, parce qu'il nous manque du temps, que je vous salue, que je vous remercie de votre présence et que je dis à notre auditoire à la semaine prochaine.